Europe 1. 8h14 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est écrivain et professeur de philosophie. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Raphaël Antoven. Sonia Mabrouk, bonjour. Le philosophe que vous êtes est aussi un acteur engagé du débat public, acceptant très souvent la vraie confrontation, parfois rude, des idées. Est-ce que vous estimez que c'est le retour des idées, fussent-elles radicales, dans cette campagne présidentielle ? On pourrait être tenté de le croire, puisqu'après tout, on cite Hugo, on cite Bainville, on cite Maurras, il se passe des choses là en ce moment. Et j'ai plutôt le sentiment que c'est le retour des postures, pour tout vous dire, c'est-à-dire le retour des positions confortables. Camus, dans L'homme révolté, pointe que la radicalité est une position confortable. La différence entre la radicalité et la mesure, c'est qu'être mesuré, c'est difficile. Être mesuré, c'est exigeant. Faire des concessions, c'est difficile, c'est délicat. Alors qu'être radical, ça n'engage à rien. Qui dit tout ou rien, tout simplement considérera que la totalité de rien vaut mieux que la moitié de quelque chose et se retirera du jeu. Vous nous faites en somme l'éloge de la nuance comme Jean Birenbaum. Pas seulement de la nuance, de la mesure. Ce que Camus appelle, l'expression est très belle, l'intransigeance exténuante de la mesure. C'est pas seulement la nuance au sens où il s'agirait de passer des concessions, de dire oui d'accord mais enfin tout de même ou des choses comme ça. Non, c'est être mesuré comme la plus haute exigence éthique. Et ceci est rare en campagne. Mais sur le papier, Raphaël Antoven, rarement il y a eu autant de projets de société et je dirais même de civilisation aussi antagonistes entre la gauche woke, version woke de Sandrine Rousseau, et le projet du presque candidat Éric Zemmour. C'est quand même le choc de projets de civilisation. Oui, mais ils ont en commun l'un et l'autre d'avoir une manière commune, c'est-à-dire de penser au-delà du possible. Oh, la matière est antagoniste, bien sûr, Éric Zemmour et Sandrine Rousseau se font face. Mais la manière, elle, est commune. Par exemple, le projet d'Éric Zemmour d'interdire le voile dans l'espace public n'a aucun sens, n'arrivera jamais. Mais ça fait plaisir de le souhaiter. Le projet de Sandrine Rousseau, par exemple, je sais pas, d'accueillir toutes les femmes afghanes, n'a aucun sens non plus. Mais ça fait du bien de le souhaiter. C'est-à-dire que on est là en présence, sous la libye de donner des idées ou de formuler des projets radicaux. On est là en présence d'idées qui n'ont plus de socle. Mais attendez que je vous comprenne, ça voudrait dire que vous reprenez à votre compte, Raphaël Antoven, un petit peu la théorie de la tenaille identitaire. Vous n'auriez pas jusqu'à dire que ce sont deux faces d'une même pièce. Alors, c'est autre chose, la théorie de la tenaille identitaire. C'est le fait que les indigènes de la République et Éric Zemmour se tiennent la main d'une certaine manière. La même méthode. Oui, c'est une méthode, et c'est le fait que la tenaille identitaire, un tenant de la tenaille identitaire, dont je peux être aussi, dirait que, par exemple, la conception, la francité réduite par Éric Zemmour à du folklore, à du terroir ou à des prénoms, est une fierté française qui, en définitive, ressemble à une fierté gay ou une fierté musulmane, si vous voulez. En somme, Éric Zemmour, parler de tenaille identitaire, c'est considérer qu'Éric Zemmour parle du génie français comme Alice Coffin parlerait du génie lesbien. C'est-à-dire qu'il en ferait une fierté. Or, la francité n'est pas une fierté. Un citoyen n'est pas un supporter. Oui, mais il vous dirait, Éric Zemmour, que nous devons choisir en fait entre deux camps. Le camp qui serait le sien et qui se veut le défenseur de la France et celui qui serait en passe de déconstruire la France. C'est parce que le camp qui est le sien confond allègrement culture et civilisation, ou terroir. Pourquoi ? Et civilisation, parce qu'il prend comme des faits de civilisation ce qui relève, à mon avis, de l'ordre de la culture, ou de l'ordre des habitudes, ou de l'ordre du terroir, ou de l'ordre du typiquement français. Mais c'est ce qui fait la civilisation. Ah, ce qui fait la civilisation, je suis pas tout à fait de cet avis-là. C'est-à-dire, pour le dire simplement, Éric Zemmour, par exemple, n'est accidentellement républicain que parce qu'il est patriote. C'est ce qu'il dit lui-même. En ce qui me concerne, je ne suis patriote que parce que je suis républicain, si vous voulez. Ce que la France, les attributs contingents du pays France, la bouffe, la culture, la littérature, tout ce qu'on voudra, etc., tout cela reste un attribut contingent. L'essentiel, me semble-t-il, c'est la République. C'est le ciel républicain. Et il y a là une autre façon d'être attaché à son pays qui, me semble-t-il, fait moins de cas de ce que le pays peut avoir de particulier, de ces particularismes qu'on sanctifie en ce moment comme s'ils étaient en perdition. Beaucoup de Français, Raphaël Antoven, estiment que les politiques sont interchangeables aujourd'hui, qu'une fois au pouvoir, droite et gauche finalement feront la même politique. Est-ce que cela nourrit aussi leur recherche de radicalité dans le débat et leur choix peut-être, ce qui nourrit aussi les sondages favorables à Éric Zemmour ou à d'autres ? Peut-être, c'est possible. Peut-être que la recherche de radicalité est alimentée par le sentiment qu'en somme, une fois au pouvoir, on fait toujours un peu la même chose. Le problème, si vous voulez, c'est la fameuse phrase de Raymond Aron. Il faut toujours penser en se mettant à la place de ceux qui gouvernent, de celui qui gouverne. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être conservateur et défendre le pouvoir en place. Ça veut juste dire qu'on doit penser dans les limites du possible. Et penser dans les limites du possible me paraît plus difficile et plus exigeant que de forger de toutes pièces un système dont on espère
pas soi-même qu'il arrive, à moins d'une révolution que nul n'espère. Vous avez débattu, Raphaël Antoven, plusieurs fois, Oui. notamment avec Éric Zemmour et récemment sur l'antenne de CNews. Pour cela, vous avez été traité, mais de tous les noms, par certains. Et aujourd'hui, tout le monde veut et accepte de débattre avec lui. Comment vous réagissez ? Écoutez, j'ai eu le triomphe modeste sur ce coup-là, mais quand même, je ne me suis jamais autant fait insulter de ma vie. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux depuis des années, extrême droite, tout. Facho, nazi, extrême droite, et je garde le pire pour moi. Vraiment, c'était d'une violence inouïe. On m'accusait de faire le jeu de l'extrême droite, de banaliser l'extrême droite, etc. Ne l'avez-vous pas fait ? Je crois que non, j'espère que non, je suis allé porter la contradiction. Ce qui est vrai, c'est que je considère qu'une idée est soluble dans la contradiction et non pas dans l'opposition. Que quand on s'oppose frontalement à une idée, que quand on tourne le dos, quand on se pince le nez, quand on ne veut pas voir, alors l'ennemi prospère sur le sentiment qu'on l'a diabolisé. En revanche, dédiaboliser les choses pour les prendre telles qu'elles sont, voir ce qu'il y a dans des propositions, les confronter à l'épreuve du réel, si ce que dit Zemmour est n'importe quoi, alors le réel doit le démontrer. Et se faire le porte-parole de la réalité est une façon de lui apporter la contradiction. Donc Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, avait raison. Jean-Luc Mélenchon avait raison d'aller débattre avec Zemmour. Je pense que le débat qu'il a donné était vraiment ce qu'on appelle un match nul, à tous égards, parce qu'on avait en présence deux monologues nerveux qui se juxtaposaient, si vous voulez. Les conditions du débat n'étaient remplies que parce qu'ils ont parlé le même temps, la même durée, mais aucun des deux n'était prêt à cette concession essentielle qui consiste à dire à l'autre « Ah, sur ce coup-là, c'est vous qui avez raison ». Un débat, c'est juste un point là-dessus, c'est important. En démocratie, on fait grand cas du débat. Vous le savez mieux que moi, bien sûr. Et de l'organisation des débats. Mais des vrais débats, on en a très peu. C'est-à-dire, j'appelle véritable débat un moment où deux personnes, soucieux de rationalité, sont capables de dire à l'autre « c'est vous qui avez raison », mettre la vérité en partage pour avancer communément. Ce qu'on appelle débat, c'est une juxtaposition d'invectives ou de monologues qui sont hermétiques. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on vous somme de dire qui est le gagnant d'un débat, d'un duel entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Alors vous me voyez venir, Raphaël Antoven, avec mes gros sabots, parce que vous avez pris position une fois, ça vous a valu un nombre incroyable de commentaires. Et si je vous disais entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, scénario de science-politique-fiction, qui vous choisissez ? Ah oui, ce serait un scénario de science-fiction. Mon erreur avait été à l'époque, quand j'avais posé le dilemme Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, de présenter un cas d'école, quelque chose qui n'arriverait jamais, dans les termes du moindre mal. C'est-à-dire de faire comme si une chose qui n'arrivera jamais devait arriver. Et d'avoir pris position à ce moment-là. Je l'ai regretté amèrement. Donc vous ne me répondrez pas ce matin ? Non, c'est pas ça. C'est que je pense qu'il n'y a pas... si une situation pareille se reproduisait, je ferais ce que je recommande de ne pas faire à longueur de journée, c'est-à-dire je m'abstiendrai, tout simplement. Ah, vous ne prenez pas position. Là, c'est plus de la nuance. C'est une façon... Je m'abstiendrai. Vous n'allez pas me dire que ne pas donner de consignes, c'est s'abstenir, c'est encore s'engager. C'est pas une solution idéale, mais je serai dans cette situation-là. Hier, lors du grand rendez-vous européen CNews Les Échos, Éric Zemmour a affirmé qu'il fallait abroger les lois mémorielles ainsi que les lois Pleven, Guesso. Stop, dit-il, à la repentance permanente, à la contrition. Est-ce qu'il a tort ? Non, il a raison de critiquer la repentance, à mon avis. Il a raison de critiquer la repentance comme lecture systématique du monde. Il a raison de critiquer la repentance, mais pour un argument qu'il néglige un peu, je crois, qui est qu'il n'y a pas plus paternaliste et il n'y a pas plus colonialiste que la repentance. C'est-à-dire, il n'y a pas plus condescendant que le sentiment que la France, 60 ans après la décolonisation, est encore responsable des maux des anciennes colonies. Et ceci est une position paternaliste. Le véritable nostalgique de l'empire colonial, c'est le repentant. Et donc, en cela, on peut avoir raison de critiquer la repentance. Mais le problème, c'est que la critique de la repentance chez Éric Zemmour se met au service d'idées absolument indéfendables. C'est-à-dire qu'il noie dans la repentance les crimes de Vichy, par exemple. Or, une chose est de critiquer la repentance, la pénitence systématique, et le fait de penser de se battre la coulpe, c'est-à-dire cette façon d'être supérieur aux autres, qui consiste à dire qu'on est plus coupable qu'eux. Une chose est de critiquer ça, et ça il faut le faire. Tout autre est de ne pas regarder le passé de son pays. Éric Zemmour a eu cette phrase pendant la discussion qu'il avait avec vous hier, et Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. Il a dit « moi j'assume tout ». Mais j'assume tout, il le disait précisément au sens où... au comité de salut public, ça c'est la phrase de Napoléon. Mais bien sûr, mais c'est-à-dire qu'il n'assumait pas tout. Dire j'assume tout, c'est dire j'assume toute l'histoire. C'est dire que je ne tiens pas pour des pages sombres ce qui sont les pages qui sont sombres. Or, en ce qui me concerne, assumer tout, c'est être capable de dire là, la France a commis l'irréparable, comme l'a fait Chirac. Il parle d'un chiffre, 90% des Français juifs ont été, préservés. Et il dit par quelque chose, par quelqu'un, donc c'est Vichy, donc c'est Pétain. Oui, avec une contradiction d'ailleurs étonnante
qui est de dire à la fois, il reprend la thèse du fameux Pétain bouclier de Gaulle glaive, et dans le même temps, tout en reprenant la thèse de Pétain bouclier de Gaulle glaive, il dit c'est pas la France qui a raflé. Si la France est à la fois le glaive et le bouclier, il faut assumer les conséquences de ce qu'il dit. Il y a une continuité ici, et il y a quelque chose à reconnaître. On peut pas à la fois dire la France est innocente du Veldiv et dans le même temps Pétain a protégé les Juifs. Mais est-ce qu'il n'y a pas, Raphaël Antoven, je sais que c'est un sujet sensible, donc on avance vraiment à pas mesurer. Est-ce qu'il n'y a pas une querelle d'historiens avec d'un côté Paxton et la doxa paxtonienne, et puis de l'autre beaucoup d'historiens, certains qui affirment que c'était beaucoup plus compliqué que cela? On peut considérer que c'est plus compliqué que ça. Si c'est une querelle d'historiens, il ne m'appartient pas d'arriver nanti de mes qualités de prof de philo, si vous voulez, dans ce débat. En ce qui me concerne, je ne vois rien à redire au livre de Paxton, et c'est plutôt celui-là qui m'a aidé à penser. Je peux me tromper là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait un débat d'historiens. Le débat d'historiens n'est pas empêché. On peut discuter de ça. Alors, il faut faire l'économie des noms d'oiseaux qu'on reçoit quand on le fait ou quand on ose le faire. Mais enfin, on peut avoir ce débat. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas un débat, si vous voulez, entre d'un côté Paxton et de l'autre côté Paxton. Ceux qui se tiennent de Paxton et de l'autre côté les tenants de la thèse d'en face, de Izorni à d'autres. Roald Hilberg, oui, etc. Est-ce que vous croyez, Raphaël Antoven, que cette élection présidentielle sera l'occasion d'un choix de civilisation, comme certains le soutiennent, de civilisation? Non, toutes les élections présidentielles se présentent comme des choix de civilisation. Depuis que le magistrat suprême est élu au suffrage universel, il y a deux particularités des élections présidentielles, c'est que tous les candidats sont les candidats du changement, et que chacune des élections se présente comme un choix de civilisation. Non, la civilisation, on l'a choisie depuis longtemps. La civilisation est choisie depuis longtemps, et en la circonstance... Mais n'est-elle pas en déclin? C'est ce que dit Éric Zemmour. Est-ce que ce n'est pas à un moment maintenant qu'il faut prendre justement à bras-le-corps cette civilisation? On peut avoir le sentiment qu'elle est en déclin, on peut aussi avoir le sentiment... Oui, c'est un sentiment, bien sûr. C'est pas une réalité, donc, selon vous. C'est un sentiment qui peut correspondre à une réalité. Personnellement, je n'ai pas ce sentiment-là, donc peut-être que la réalité à laquelle j'ai affaire ne me le montre pas. Non, le diagnostic, si vous voulez, on peut parfaitement formuler ce diagnostic. Le problème, c'est le dogme. Le problème, c'est l'incapacité, devant un contre-exemple, de dire « Ah ben non, peut-être j'ai eu tort, peut-être que là, effectivement, il y a quelque chose de la civilisation qui n'est pas déclinant. » Moi, par exemple, qui ai tendance à confondre la civilisation française avec la République, j'ai pas du tout le sentiment que la République soit en déclin. J'ai au contraire le sentiment que la prise de conscience du péril que la République connaît aujourd'hui, des attaques objectives dont elle fait l'objet, des attaques vraiment scandaleuses dont elle fait l'objet, lui donne une énergie nouvelle, et au contraire, on est aux antipodes du déclin. Et pour cela, vous vous engagez, je vais conclure par cela, puisque vous participez à une nouvelle revue numérique et papier, Franc-Tireur, qui propose, alors je l'ai lu, qui propose un armement ou réarmement intellectuel pour lutter contre l'obscurantisme, sorti vers la mi-novembre, lancement le 6 octobre sur Facebook. Lutter contre l'obscurantisme. Lutter contre l'obscurantisme, lutter contre la tenaille identitaire, lutter contre le tango des indigènes de la République et de l'extrême droite, lutter contre ceux qui se déguisent en laïcs pour faire la guerre aux musulmans. C'est vraiment... vaste défi. Mais c'est que ce journal est né d'une immense lassitude, et avec cet effet très intéressant, on est 4. C'est un quatuor, il y a moi-même, Éric de Couty, Christophe Barbier, Caroline Fourest, et ce quatuor de lassitude, de grande lassitude devant le grand n'importe quoi auquel on assiste, donne le jour à ce journal avec un effet très intéressant, qui est que les gens que l'on appelle, que l'on sollicite pour qu'ils fassent partie de l'aventure, sont des gens qui bien souvent entre eux ne se connaissaient pas et sont tellement heureux de se rencontrer. Vive le débat. Alors il y a vive le débat, mais il y a surtout, en l'occurrence, créons une famille d'idées, une famille de pensées. Attention, on va vous dire communautariste. Peut-être, on verra. Ce serait une communauté vraiment disparate alors. Dimitri, nous serons attentifs à cette nouvelle revue. Ah oui, mais c'est Michel Onfray qui vous a donné envie avec sa revue Fonds Populaire. Ah non. Je connais Michel Onfray depuis longtemps, mais on en a pas parlé. Ça fait des années qu'on se parle pas. On en a pas parlé. Non, on est venu me chercher. On est venu me chercher. C'était au départ un projet qui était un projet de CMI, du groupe de Daniel Kretinsky, et ils sont venus me solliciter, comme d'autres d'ailleurs. Et c'est vrai qu'ensuite, on tombe assez rapidement amoureux d'un projet de cette nature-là. Voilà. Donc j'en suis là pour l'instant. Franc-tireur, Fonds Populaire. Vous avez vu comme ces mots du XXe siècle reviennent dans le débat public. C'est pas seulement le XXe siècle, c'est les années 30 et c'est la guerre. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Merci Raphaël Antoven. Merci à vous. Merci Sonia Mabrouk. Tiens.